Ce 16 octobre 1793, 4h30 du matin. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée, non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Je suis calme, comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux. J'ai appris que ma fille était séparée de vous. Hélas, la pauvre enfant, je n'ose lui écrire, elle ne recevrait pas ma lettre. Je ne sais même pas si celle-ci vous parviendra. Que ma fille sente qu'elle doit toujours aider son frère par les conseils et son expérience. Que mon fils, à son tour, rende à sa sœur tous les soins, les services que l'amitié peut inspirer, et qu'il prenne exemple de nous. Combien, dans nos malheurs, notre amitié nous a donné de consolation, et où en trouver de plus tendre, de plus cher que dans sa propre famille. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément, qu'il ne cherche pas à venger notre mort. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis. L'idée d'en être séparée pour jamais et leurs peines sont un des plus grands regrets que j'emporte en mourant. Adieu, ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. De l'autre, la Suède, la Saxe,
l'Espagne, la Russie, l'Autriche et notre royaume de France. Et toutes ces alliances sont scellées par des mariages royaux. Il faut dire que les rejetons ne manquent pas ces temps-ci. Les reines d'Europe ont bien pondu. Tous les grands pays fourmillent de pions dans le grand jeu des alliances diplomatiques. Oui, mais le nôtre de pion manque un peu de panache. Louis-Auguste n'est qu'un pas du trône, mais il n'en a pas l'air. C'est un adolescent constamment mal à l'aise en société. Il souffre d'un complexe d'infériorité depuis le décès de son frère aîné et de son père. Je l'ai vu au dernier bal de la cour. Quel bateau! Aucune grâce, aucun charisme, et les yeux de miope. C'est un suppléant involontaire. Ah, si seulement son aîné était encore parmi nous. Ah, lui, il avait des dispositions pour être un véritable roi. La mort s'est trompée de personne. La mort s'est trompée de personne. Mais ces deux frères cadets ont certainement plus de capacité à monter sur le trône. Les destinées sont capricieuses. Qui sait ce qu'il adviendra de notre royaume d'ici quelques décennies? Mais c'est notre pauvre Louis-Auguste qui va pourtant devenir non seulement notre prochain monarque, mais aussi un mari. Justement, sait-on quelle princesse autrichienne a été choisie? Louis XV s'en moque. Une archiduchesse en vaut une autre. Dans les cours d'Europe, on épouse avant tout un ventre. Espérons que celui-là soit bien fécond. La France a besoin d'héritiers. Avec une belle jeune autrichienne, cela viendra vite. Les berceaux vont se remplir. Espérons-le! Car si une fille de 15 ans est un coffre dont la serrure doit être forcée, une femme de 30 ans est une pièce de venaison prête à être embauchée. Ensuite, à 40 ans, c'est un bastion où le canon a déjà fait plus d'une brèche. Et à 50 ans, une vieille lanterne dans laquelle on ne place de mèche qu'un regret. Nous autres femmes sommes jugées vieilles à 30 ans. Heureusement pour notre dauphin, il semblerait que le choix se porte vers la plus jeune, Antoinette, et que son portrait va bientôt être livré à Versailles. Elle a deux grands-parents français. Avec le dauphin, ils sont cousins au 2e degré. De toutes les façons, les familles royales européennes sont toutes de la même famille, et parfois même consanguines, ce qui multiplie les tares à profusion. Ce mariage va nous apporter un peu d'animation. On s'ennuie tant à Versailles. Les fêtes vont être grandioses. Ça n'est pas tous les jours que le dauphin épouse la fille de l'empereur. Il va devoir être à la hauteur. Que de charges sur ses jeunes épaules. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche doit d'ailleurs être en train de préparer sa fille pour le grand voyage. Règlement à lire tous les mois. À votre réveil, vous ferez tout de suite vos prières du matin à genoux et une petite lecture spirituelle sans avoir encore parlé à personne. En entrant dans les églises, ne vous laissez pas aller à vos curiosités qui causent vos distractions. Tous les yeux seront fixés sur vous. Donc, ne donnez point de scandale. Ne lisez aucun livre sans avoir préalablement demandé l'approbation de votre confesseur. C'est un point d'autant plus nécessaire en France parce qu'il s'y débite sans cesse des livres bien pernicieux à l'égard de la religion et des mœurs. N'oubliez jamais l'anniversaire de feu votre cher père. Évitez toutes sortes de familiarités avec de petites chambres. Demandez à Madame de Noailles comment faire et s'il y a quelque chose à corriger dans votre maintien ou dans votre discours. Tous les commencements de mois, je vous expédierai d'ici à Paris un courrier. Après lecture, déchirez mes lettres, ce qui me mettra à même de vous écrire plus ouvertement. Vous allez être la plus heureuse de vos sœurs,
vous allez trouver un grand-père tendre qui sera en même temps votre ami. Ayez en lui toute confiance. Vous ne risquerez rien. Du dauphin, je ne vous dis rien. La femme est soumise en tout à son mari et ne doit avoir aucune occupation que de lui plaire et de faire ses volontés. Le seul vrai bonheur dans ce monde est un mariage heureux. Tout dépend de la femme, si elle est complaisante, douce et amusante. Aimez votre nouvelle famille. Soyez-leur attachés, à vos tantes, comme à vos beaux-frères et sœurs. J'espère que vous mériterez leur amitié. N'oubliez pas une mère qui ne cessera d'être occupée de vous jusqu'à son dernier soupir. Je vous donne ma bénédiction et suis toujours votre fidèle mère. Adieu, ma très chère enfant. Une grande distance nous séparera à jamais. Faites tant de bien aux Français qu'ils diront que je leur ai envoyé un ange.
familiarité, je l'entends d'ici. Ce n'est pas ainsi que les choses se font à Versailles. Sa Majesté. Le grand jour est arrivé. Monsieur de Choiseul, j'espère ne pas être déçu par cette alliance. La future dauphine a-t-elle une belle gorge? Majesté, je n'ai pas pris la liberté d'y porter regard. Vous êtes un nigaud. C'est la première chose que l'on regarde chez une femme. Mais vous êtes un ministre, Choiseul, et je sais bien que seul vous intéresse la politique. Pour vous, cette alliance matrimoniale n'est qu'un moyen de réconcilier la France et l'Autriche et permet de contenir l'agressivité croissante de la Prusse et de l'Angleterre. Mais, Majesté, je pense aussi au bonheur de votre famille. Il est vrai que vous faites le bonheur de mon petit-fils. N'est-ce pas, Louis-Auguste? Oui, grand-papa. Cachez votre joie, mon enfant. Dans 2 jours, vous serez marié à une jeune archiduchesse avec laquelle vous allez pouvoir passer de merveilleux moments. Ah, elle apprécie la chasse? Bien. Je vous demande à vous aussi, mesdames, mes filles, d'être de douces conseillères pour votre nièce. Nous n'y manquerons point, père. Quant à vous, mes autres petits-fils, ne soyez pas trop impatients. Votre tour viendra bientôt. Le choix de vos futures épouses est en cours. Merci, grand-papa. Allons, j'entends son carrosse. Sachons accueillir la dauphine avec chaleur dans notre royaume. Monsieur de Choiseul, je n'oublierai jamais que vous avez fait mon bonheur. Et celui de la France. Monsieur mon frère et très cher grand-père, Appelez-moi dorénavant Papa Roi. Je vous présente Monsieur le Dauphin, votre fiancé. Allons, tous en carrosse. Un dîner nous attend au château de Compiègne. Enlevez ces mots
abjure tous ses péchés. Nous devons sans cesse prier pour lui venir en aide. Avec l'appui de notre nouvelle nièce, nous pouvons le remettre dans le droit chemin. Oui, mais elle nous vient d'Autriche. Il n'y a pas si longtemps, nous étions en guerre contre ce pays. Alors, ce mariage, ce n'est pas bien? Comme vos défunts parents, nous avons toujours réprouvé cette idée d'union. Mais personne ne nous écoute, hélas. Alors, nous allons devoir subir la présence de cette petite Autrichienne. Allons, à table! Quel meilleur moment que celui du souper, surtout en charmante compagnie. Être à votre table est toujours un délice, Majesté. C'est vous qui êtes délicieuse, et vous le serez encore plus cette nuit, non? J'ai de nouveaux jeux à vous apprendre. Les jeux de l'amour et du hasard. Sa Majesté en est le plus grand spécialiste. Il a bien fait de vous introduire à la cour. Et avec vous, Madame du Barry, il a fait le meilleur des choix. N'est-ce pas, Monsieur Choiseul? Je n'y connais rien en galanterie. Je ne suis pas ministre des frivolités. Ah. Alors en ce cas, préparez-vous à un prochain changement de fonction. Loin de la cour. Le roi m'estime plus que vous ne pensez. Peut-être. Mais mon influence sur lui n'aura bientôt plus de limite. Grâce à mes caresses, il ne me refuse rien. Voyez comme la cour de France est brillante. Oui, ma mère m'en avait instruite. Et aussi de Versailles que j'ai hâte de découvrir. Nous y serons demain. Près de 6000 personnes vous y attendent. Versailles est le plus grand et le plus beau palais d'Europe, et je vous instruirai vite de ses usages. Vous allez être une mère pour moi, Madame de Noailles. Versailles est aussi une fabrique à rumeurs. Mais nous resterons près de vous pour vous en protéger. Et surtout des courtisans de naissance et de leurs saillies spirituels. Je vous en remercie infiniment. Mais qui est cette dame auprès du roi? L'abbé de Vermont, mon tuteur, ne me l'a pas mentionné? Cette dame est là pour amuser le roi. Oh. Alors en ce cas, je me déclare sa rivale. Nous allons passer une folle semaine avec ce mariage. J'ai hâte de voir le tout nouvel opéra royal. Les feux d'artifice, les balles, mais ce jeune couple va être bien gâté. Sans compter que la dauphine va se voir offrir les diamants des reines de France. Mais votre petit-fils, Louis-Auguste, n'a pas l'air bien enjoué? Il est encore un peu timide, mais laissons-lui le temps. Il n'a pas encore rencontré la chaleur féminine. Aucune dame du palais ne l'a jamais déridé? Pensez donc, il passe son temps à la chasse ou avec ses précepteurs. Certaines dispositions ne sont pas, hélas, héréditaires. Mais je ne désespère point. Cette petite archiduchesse est délicieuse. Il va y prendre goût.
C'est pareil. Et à Versailles, y a-t-il bal tous les soirs? J'aime me coucher tôt. Vais-je avoir des amis de mon âge à la cour? L'amitié n'a pas d'âge. Parmi les plus jeunes, vous allez nous avoir, nous, vos tantes comme amies. Y a-t-il de jeunes enfants? À part les enfants de la famille royale, il n'y a aucun enfant autorisé à vivre à la cour. Rassurez-vous, vous aurez un emploi du temps suffisamment rempli pour ne jamais vous ennuyer. J'en suis ravie. cela que dès l'aube, mes gens m'ont préparé. Je suis debout depuis 4 heures.
Madame Latour de la Dauphine, je me dois d'être ponctuelle. La future? Laissez-moi passer, je vous prie. Oh, mais Marie-Antoinette a convoqué toute la vieille noblesse de France, à ce que je vois. Madame d'Adhémar. Je vais avoir une nouvelle charge d'importance. Vous avez devant vous la dame d'Atour de la Dauphine. Ah, mais non! Il ne peut y en avoir deux! Vous dites? Il ne peut y en avoir deux, car j'ai été choisie par le roi en personne pour être la dame d'Atour de la Dauphine. Mais que dites-vous, Madame d'Aussin? J'ai su hier au soir que c'était moi, la dame d'Atour de la Dauphine. Quoi? Que dites-vous? Mais je suis d'une famille bien plus titrée que vous toutes réunies. Ce ne peut être que moi, la dame d'Atour de la Dauphine. Mais pour choisir les robes d'une jeune princesse de 15 ans, on ne peut pas être une antiquité comme vous. C'est Madame de Noailles qui m'a fait comprendre que c'était moi, la dame d'Atour de la Dauphine. C'est moi, la dame d'Atour de la Dauphine. Madame, voilà l'heure. Majesté. Madame la Dauphine, je pense qu'il est temps de vous informer des règles de vie dues à votre rang. À la cour de France, ces règles et cérémonies sont appelées étiquettes. Bien. À votre réveil, après votre prière matinale et le déjeuner, nous procéderons au petit lever. Les personnes possédant les entrées vont pouvoir y assister. La dame d'Atour vous passera le jupon et vous présentera la robe. C'est moi. La dame d'honneur versera l'eau pour laver les mains et vous passera la chemise. Lorsqu'une princesse de la famille royale se trouvera à l'habillement, la dame d'honneur lui cédera cette dernière fonction, mais ne la cédera pas directement aux princesses. Dans ce cas, la dame d'honneur remettra la chemise à la première femme qui la présentera à la princesse du sang. Votre lever et votre coucher se feront toujours en public. Jamais vous ne devrez prendre un objet avec vos propres mains, comme vous servir un verre d'eau par exemple. Les autres le feront pour vous. Vous devrez changer de robe 6 fois par jour en fonction des différentes étapes de la journée à la cour. Jamais vous ne devrez accepter que l'on s'asseye sur un fauteuil en votre présence, sauf bien sûr la famille royale. Vous devrez rendre visite à vos tantes 3 fois par jour. Ne sortez jamais de votre chambre sans être maquillé ni coiffé. Jamais vous ne devrez rire aux éclats. Vous assisterez à la grand-messe tous les jours au midi. Jamais de familiarité avec vos femmes de chambre. Vous dînerez seul avec le dauphin en public. Vous devrez toujours afficher un joli sourire. Faites attention à votre démarche. Ayez toujours un mot charmant à chaque rencontre d'une personne de la haute noblesse. Demandez toujours à être accompagné lors de chacun de vos déplacements. Apprenez par cœur les noms des personnalités de la cour. Obéissez toujours au roi. Ne refusez jamais votre lit au dauphin. Cachez vos larmes si vous avez du chagrin. Évitez d'être malade. Ne prenez jamais de décision par vous-même. Oubliez que vous êtes née autrichienne. Vous devez être une bonne française. Et restez digne en toutes circonstances. Madame, ma très chère mère, votre majesté est bien bonne de vouloir bien s'intéresser à moi et de vouloir savoir comment je passe ma journée. Je me lève à 9 heures et je dis mes prières du matin. Ensuite, je déjeune et de là je vais chez mes tantes où je retrouve le roi.
Ensuite, à 11h, je vais me coiffer. À midi, on appelle la chambre. Et là, tout le monde peut entrer. Je mets mon rouge et lave mes mains devant tout le monde, et les dames m'habillent. Ensuite, nous allons tous à la messe, puis je dîne à 1h avec Monsieur le Dauphin, devant tout le monde. Madame, ma chère fille, on me rapporte quelques détails sur votre conduite, et je dois me résoudre à vous sermonner. Il semblerait que vous riez trop avec les plus jeunes de vos dames, et que vous vous moquiez de la cour. Pensez à votre rang, et au respect que vous devez à vos aînés et au roi. C'est grâce à votre caractère aimable et à vos jolies manières que vous devez plaire, et non pas grâce à votre beauté et à votre savoir. On me rapporte que parfois, vous ne portez pas de corps de baleine dans vos corsets, ce qui va immanquablement gâter votre silhouette. Veuillez corriger cette mauvaise habitude. Madame, ma très chère mère, le dauphin a eu encore des troubles digestifs ces derniers jours et a dû garder le repos. Nous n'avons pas encore eu, dans l'intimité, d'acte complet, même si mon mari marque beaucoup d'amitié pour moi. Nous ne dormons pas toutes les nuits dans le même lit, ce qui est une habitude commune à la cour de France. La jeunesse de votre union et vos maladresses sont peut-être les causes de la froideur du dauphin. Trop d'empressement gâterait tout, mais employez les caresses et les cajolis, si chers aux hommes. Je ne peux vous le répéter plus souvent. Ayez envers votre mari de la patience, du charme et jamais de mauvaise humeur. Madame, ma très chère mère, le roi a 1000 bontés pour moi, mais c'est à faire pitié la faiblesse qu'il a pour Madame du Barry, qui est la plus sotte et impertinente créature qui soit imaginable. Ma fille, vous ne devez connaître ni voir la du Barry d'un autre œil que d'être une dame admise à la cour et à la société du roi. Ayez donc une parole envers elle, non pour le plaisir de la dame, mais pour celui de votre grand-père. Nous avez-vous apporté du soleil de votre jolie région?
Nul besoin. À Versailles, vous en êtes le plus joli rayon, madame. Madame la comtesse du Barry. Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. C'est un bon point pour la Dubarry. C'est fait, mais jamais plus je n'adresserai la parole à cette horrible créature. Vous avez été parfaite, madame la dauphine. Parfaite. Un problème de peau, madame de Beaumont? Mais pas du tout. Je replaçais juste ma mouche. Elles sont parfois capricieuses. Mais si pratique pour envoyer des messages à ces messieurs. Oh, à nos âges, est-ce bien raisonnable? Mesdames, mais alors, pourquoi vous abaissez à tant de chamailleries? Écoutez, hier, on m'a refusé le tabouret devant Sa Majesté. J'ai dû rester debout durant tout le repas de la reine. Il n'y avait pas assez de place pour nous toutes, madame de Guéméné. Mais je suis prioritaire! C'est un sujet primordial. Mais nous devons avant tout nous montrer soudés face à la jeune cour. Et si la nature nous a choisis pour vivre si longtemps, eh bien c'est que nous pouvons encore servir. Vous avez raison, mère. Les journées sont si longues à Versailles. Les disputes nous occupent. En parlant de s'occuper, avec madame de Beaumont, nous parlions de mouches. Et je vois que toutes, vous en avez de différentes. Voilà un sujet intéressant. Et d'importance. Près de l'œil, elle se nomme la passionnée. Au coin de la bouche, c'est la baiseuse. Sous la lèvre, elle devient friponne ou coquette. Sur le nez, elle est effrontée. Sur le front, c'est la majestueuse. Sur la joue, c'est la galante. Sur un bouton, c'est la voleuse. Sur le menton, c'est la discrète. Et sur la poitrine, c'est la Mesdames, on entend vos caquettements depuis la grande galerie. Nous parlions de mouches, madame de Noailles. C'est si plaisant. Peut-être, mais gardez un peu de tenue. J'ai déjà assez à faire avec la dauphine qui ne veut pas m'écouter. Je l'ai vue l'autre jour faire une grimace dans votre dos à la chapelle royale. Et elle rit de nous, en permanence. Sa jeunesse passera. Espérons-le. En tout cas, je ne vais pas la lâcher. Bon, laissons-la un peu, la dauphine. Et si nous reprenions notre conversation? C'est si plaisant ce discours sur notre apparence. Et n'oublions pas non plus le langage de l'éventail. J'adore ce petit jeu. Faites-le avec nous, madame de Noailles. Je ne le peux. Soit! Toucher l'extrémité avec le doigt signifie « Je désire vous parler ».
Majesté. Mais ne soyez pas trop impatiente avec elle. Ce n'est encore qu'une enfant. Grand-papa, je dois vous quitter. La chasse dans la forêt de Marie m'attend. Non, Louis-Auguste, restez ici un moment. J'ai à m'entretenir avec vous. Ah. Mesdames, je ne vous retiens pas. Majesté. Quand je pense que presque toutes ces dames ont joué avec moi dans ma jeunesse. Vous aimiez jouer à quoi? Louis-Auguste, je vieillis et je me demande comment vous vous en tirerez après moi. Je n'aurais qu'à vous imiter, sire. Surtout pas, mon enfant. Vous avez du cœur. Vous êtes bon. Trop bon, peut-être. Mais vous vous doutez sûrement de ce que je vais vous dire. Voilà plus de 2 ans que vous êtes mariés. Mais mon frère Provence n'a pas d'enfant non plus. Votre frère n'est pas dauphin. C'est de vous que j'attends un fils. Cette stérilité tient peut-être à la dauphine. Il y a un moyen de le savoir. Les jolies femmes ne manquent pas à la cour. Oh non, sire. J'aime trop la dauphine. Vous la rejoignez toutes les nuits? Elle ne se plaint pas de votre nonchalance? Non. Elle admire mes exploits à la chasse, et nous nous entendons fort bien. Avec une femme, il faut se donner du mal. Conseillez-moi, sire. Prenez soin de votre tenue. Ne vous chargez pas trop l'estomac avant l'acte. Et buvez un verre de vin pour vous donner du courage. Oui, mais... le moment venu, je ressens une douleur lors de l'introduction. Votre médecin vous a pourtant examiné et n'a trouvé aucune malformation. Il est temps de sortir votre cheval de l'écurie. Je pense qu'en multipliant les exercices et avec la grâce de Dieu, vous y arriverez. Et si nous échouons? Ce serait une catastrophe. L'amour du royaume est sur vos épaules.
soleil, moi je le vois presque tous les matins en partant à la chasse. Oui, Auguste, on reste encore. Faites ça pour moi. Je crois que je suis ivre. Faites attention, la famille royale est ici. Oh, je suis certaine d'avoir vu la dauphine. Où ça? Où ça? Je veux la voir. Ils sont incognito. Respectons leur choix. Bien sûr, mais allons seulement les épier. Oh, pardon, monsieur. Oh, j'ai failli tomber sur vous. Mais c'est avec plaisir que je vous aurais rattrapé dans mes bras. Oh, monsieur. Vous avez les yeux clairs des filles de mon pays, Ah oui? Et quel pays? la Suède. Oh, mais alors vous venez de bien loin pour un simple bal. Je suis en France pour raisons diplomatiques et servir le roi. Grand-père? Pardon? Non, rien. Je raconte n'importe quoi. Je ne suis pas habituée à boire. D'ailleurs, il est temps que je rentre. Voulez-vous que je vous raccompagne? Vous habitez Paris? Non, je suis avec des amis. Bonne nuit. Oui. Vous nous avez connus. Le roi est souffrant. Le roi est tombé malade à Trianon. On l'a ramené dans sa chambre à Versailles. Tous à Versailles! Pauvre grand-papa. Oh, la petite vérole, c'est affreux. Tout va s'arranger. Il a déjà contracté quand il était jeune. Il est donc immunisé. Et on nous interdit de le voir. C'est trop dangereux. Et puis il y a déjà Melkor qui sont à son chevet. Le roi est mort. Vive le roi. Le roi est mort! Vive le roi! Mon Dieu, guidez-nous, protégez-nous, nous régnons trop jeunes. Ce 10 mai 1774 commence le règne de Louis XVI et de la nouvelle reine Marie-Antoinette. Par peur de la contagion, on quitte le château de Versailles pour quelques mois et Madame du Barry doit quitter à tout jamais la cour de France. Madame, vous voilà désormais reine de France. Je ne pensais pas l'être si tôt, Madame Campan. Je vais avoir encore plus besoin de vous pour m'aider dans mes responsabilités. Si vous le désirez, je ne vous quitterai pas. C'est un honneur pour moi d'être la première femme de chambre de la reine. C'est étrange.
Je me sens à la fois triste d'avoir perdu grand-père. Et en même temps, j'ai un sentiment de liberté. Je suis la reine. Je ne suis plus la petite dauphine qui doit constamment obéir aux autres. Avec le nouveau roi, vous allez maintenant représenter la France. C'est beaucoup de responsabilités et de devoirs. Le peuple attend ce moment depuis des années. C'est une ère nouvelle qui commence. Quelle charge! Depuis mon arrivée, partout où nous allons, le peuple nous accueille avec admiration. Il est si bon. Et je suis certaine que mon mari fera tout pour ne pas le décevoir. Je n'en doute pas, Majesté. Majesté, vous êtes attendu dans la cour royale. Il est temps de quitter le château pour éviter toute contagion. Je vous remercie infiniment de toutes les attentions que vous avez pour moi, Madame de Noailles, mais je n'ai plus besoin de vos services. Je n'ai plus 15 ans. J'ai bien assimilé les coutumes de la cour. Et je suis maintenant reine de France. Vous êtes libre, Madame de Noailles. Je vous remercie pour ces 4 années de conseil. Allons-y. Serait-il en vue? Majesté, vous voilà oncle, et c'est un mâle. Nous en sommes ravis. Je vais aller féliciter mon frère. Et quand allez-vous enfin donner un héritier au trône? Le roi peut-il? Le roi ne peut-il pas? Il faut posséder le titre de mère pour être considérée comme française. Votre frère, lui, sait-il faire pour engendrer une lignée? Pensez à l'honneur de la France! Chaque nuit, mettez-vous à l'ouvrage. Une reine est avant tout un ventre. C'est son rôle. Paysage de campagne. Oh, mais ce domaine de Trianon va faire des jaloux! Pardon, madame de Lamballe, les vieilles vipères de la cour n'y sont pas invitées. J'ai l'intention d'y passer de longues semaines. Nous allons y organiser des fêtes, y faire de la musique, du théâtre, et j'ai même
même commandé un harpe champêtre et une ferme avec de vrais animaux, bien sûr, et aussi de vrais paysans que nous allons faire venir de province. Oh, je n'en ai jamais vu de près. Mais j'espère qu'ils seront propres. Il y aura même une laiterie de dégustation tout en marbre blanc, un moulin par ici, un étang pour pêcher et 2 petits potagers. J'ai toujours rêvé de cueillir moi-même les fraises dans les arbres. Nous allons nous amuser. C'est un retour à la nature, la vraie. Oh, je ne remercierai jamais assez le roi de m'avoir offert ce domaine. Le pauvre homme, il est si bon. Le pauvre homme. Dommage que vous n'ayez que si peu de goût en commun. Vous, la mode, le jeu, les fêtes, le théâtre, et les amis comme nous. Et lui, la chasse, la forge, la serrurerie, l'église. Mais nous aimons tous deux notre peuple, et c'est ce qui nous rassemble. Oh, mais n'est-ce pas le contact ces 2 personnes que j'aperçois? Oui, c'est possible. Vous l'avez invité dans votre domaine. Oh, je ne sais plus, j'envoie tant d'invitations. Oh, Majesté, je trouve qu'il est souvent à la cour ces temps-ci. Il était encore l'autre soir à votre table de jeu. Ah oui? Je ne sais plus. Allez-y. Vous ici? Madame, votre domaine est ravissant. Asseyons-nous un moment. Je demande à la reine la permission de rester debout devant elle. Mais ici, je ne suis pas la reine. Je suis moi, une femme comme les autres, qui a le droit de jouir des douceurs de la vie. Je trouve que rien ne vaut cette existence en pleine nature. Pas vous? Si, madame. Mais ma place est sur les champs de bataille. Et je vais bientôt y repartir. Comment? Ça ne peut plus durer. Ces chansons et ces calomnies sur notre compte sont trop pesantes. Il faut couper court. Mais qu'avons-nous fait de mal? Rien. Nous n'échangeons en général qu'un regard, une parole. Mais vous êtes sans cesse épiés. Même ici, dans votre domaine de Trianon, on nous prête une liaison. Alors je vais devoir partir. Mais je suis assez forte pour affronter ces perfidies. J'en ai l'habitude. Ne mettez pas mon courage à l'épreuve. Je pars en Amérique pour aider ce pays contre l'Angleterre. Ne plus vous voir. Oh, je ne pourrai plus vivre. Il le faut. Restez digne. Vous ne m'aimez pas. Ma reine! Oh, mes amis! Ne partagez ce chagrin qu'avec nous, Majesté. Il ne faut pas donner à la cour le plaisir de vous voir malheureuse. Allez, souriez-nous! Majesté, mesdames, Monsieur d'Argenteau, vous m'apportez encore des remontrances de ma mère? il n'y en aura plus, madame. Pardon? Sa Majesté l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche a rendu l'âme. Je vais accepter toutes mes condoléances. Messieurs les conseillers et ministres, je ne sais plus quoi faire avec cette histoire d'indépendance de l'Amérique.
Après leur avoir livré les armes en toute discrétion, doit-on aller plus loin? Après le calamiteux traité de Paris qui nous a fait perdre le Canada et les Indes, nous rêvons tous d'une revanche sur l'Angleterre, n'est-ce pas? Oui. Oui. Cette guerre d'indépendance des colonies anglaises nous ont fourni l'occasion. Il faut envoyer nos navires combattre l'armée britannique en Amérique. Très bien. Donnez des ordres pour que notre flotte soit opérationnelle au plus vite. Oh mais non, pas de précipitation! Une telle guerre va nous coûter très cher! Et les caisses du royaume sont à moitié vides. Ah oui, il est vrai que nos finances sont au plus bas. Nous devons réfléchir avant de nous engager dans de telles dépenses. Ah mais non, Majesté! Les insurgés commandés par le général Washington ont besoin d'un soutien militaire plus important. Nous ne pouvons pas les oublier, surtout après les brillants succès au combat de Lafayette. Vous avez raison. La France peut être fière de ses hommes. Nous économiserons ailleurs. Sinon, nous pouvons juste continuer à leur envoyer des armes. C'est moins coûteux qu'une grande guerre navale. Très bonne idée. Faisons cela. Ah mais non, c'est une décision un peu tiède pour la grandeur de votre royaume, Majesté. L'Angleterre va se moquer de vous. Mieux vaut ne rien faire. En effet, cette histoire ne nous regarde pas. Faites rappeler Lafayette et tous les militaires français. Oh mais non, Majesté! Imaginez que nous gagnions cette bataille. Nous pourrions rêver de signer à Versailles le traité d'indépendance de ce nouveau pays. Ah mais oui! Quelle gloire pour la France! Ce combat est beau! Il nous faut continuer. Préparez donc un traité d'alliance avec les Provinces Unies d'Amérique qui marquera l'entrée en guerre de la France contre l'Angleterre. Ah mais non! C'est une grave décision! Cela va coûter des millions de livres pour un résultat plus qu'incertain! Ah oui! Mais si cela réussit, Majesté, vous serez auréolés de gloire. Ah oui! Réfléchissez bien, Majesté! Réfléchissez bien! Oh, je ne sais plus. En attendant, Majesté, le comte de Falkenstein vient d'arriver. Ah oui, mon beau-frère. Oh. Voyons, messieurs, nous sommes entre nous. Vous savez tous qu'il s'agit du frère de la reine, l'empereur d'Autriche, qui nous fait une visite de quelques semaines en étant incognito. Bien entendu, Majesté, mais nous voulions respecter ce choix de discrétion. Mon cher beau-frère! Enfin, j'ai la joie de vous voir. Majesté! Nous vous attendions avec empressement. Avez-vous vu votre sœur? Oui, je viens de passer un moment avec elle. Ce fut très émouvant. 7 ans sans se voir, c'est bien long. Votre voyage fut-il bon? Long. Mais il m'a permis de découvrir votre domaine. Et j'ai pu me reposer dans un hôtel de Versailles, où je vais séjourner avec mon entourage. Majesté, nous aurions pu vous fournir un appartement au château, digne de votre grandeur. La simplicité ne me fait pas peur, et je ne suis pas ici en tant qu'empereur. Et la discrétion est bien meilleure pour les affaires qui m'amènent. Lesquelles, Majesté? Des affaires personnelles, qui ne regardent que moi, ma sœur et votre roi. Vous pouvez nous laisser, messieurs. Majesté. Alors, Louis, vous savez, suite à nos courriers, ce qui m'amène. Oui. Après avoir réprimandé ma sœur sur ses amis au caractère peu convenable, sa passion pour le jeu et les distractions, il est temps de parler de la chose la plus importante pour votre royaume. Ma sœur est la femme que j'aime le plus au monde. Elle a un fond honnête et vertueux, elle est intelligente, son instinct est bon, mais l'âge avance et elle n'a plus l'excuse de l'enfance. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Eh bien justement, montrez-lui! Dois-je vous apprendre les choses de la vie? Non. Je ne veux pas vous brusquer dès mon arrivée, mais durant mon séjour, nous allons devoir régler ce problème. Et j'aimerais également vous entretenir tous les deux en face à face. Si vous le désirez. Mais pour l'instant, faites-moi visiter votre domaine. J'ai hâte de voir votre ménagerie et cet éléphant dont tout le monde me parle. Je sais que vous avez vous-même un animal de cette espèce à Vienne. Oui, effectivement, et c'est une femelle. Mais peut-être devrions-nous les faire se rencontrer pour avoir des petits. Oui. Je vous y retrouverai en fin de journée. Très bien. À tout à l'heure.
Et encore heureux de vous avoir parmi nous. Lettre à mon frère Léopold d'Autriche. J'ai eu plusieurs tête-à-tête avec le roi de France. Il est un peu faible, mais point imbécile. Dans son lit conjugal, le roi a des érections fort bien conditionnées. Il introduit le membre, reste là sans se remuer 2 minutes peut-être, se retire sans jamais décharger, toujours bandant, et souhaite le bonsoir. Cela ne se comprend pas. Car avec cela, il a parfois des pollutions nocturnes. J'aurais voulu être présent une fois, je l'aurais bien arrangé. Il faudrait le fouetter pour le faire foutre comme un âne. Ma sœur manque de tempérament, ce qui la rend incapable d'initiative. Elle est parfois froide, distraite et ennuyée face à son époux. Ce sont 2 francs maladroits dans le lit conjugal.
tu as attendu mot, Madame Daussin. Bon, reprenons nos commandes. J'ai apporté votre gazette des atours avec les échantillons pour le courant. Pour le mois prochain, vous avez de commande 16 tenues de jour d'orchestre, 23 robes à la polonaise, 15 robes à la turque, 35 grands habits, sans compter les 85 chapeaux et coiffes assorties. Oh, j'espère que cela sera suffisant. Je ne tiens pas à devoir mettre 2 fois la même tenue. Vous seriez ridiculisé aux yeux de la cour. Mais pour cela, je peux rajouter quelque chose. Oui, faites au mieux, Madame Bertin. Vous êtes mon ministre des modes. Et moi, votre ambassadeur de la chevelure. Restez le roi. Mon mari. Laissez-moi avec lui, je vous prie. Majesté. Grand Dieu, mais quelle est donc cette nouvelle pièce montée sur votre tête? Le nouveau chef-d'œuvre de Léonard. Je n'ose imaginer encore dans quelle dépense il vous emmène. Louis, ne voulez-vous pas avoir la plus jolie des épouses? Vous n'avez pas besoin de tout ceci pour être ravissante. D'ailleurs, je sors d'un conseil des ministres, et le surintendant des finances me signale que vous avez largement dépassé les sommes de votre cassette, notamment à cause de l'achat de pendants d'oreilles en diamant pour une somme de 300 000 livres. Mais ils sont si beaux. Sans compter vos robes, faites de Trianon, les cadeaux que vous faites sans cesse à vos amis, et surtout vos pertes au jeu. Mais une reine a besoin de tout cela. Elle représente la France. Oui, mais vos finances montrent une dette de plus de 800 000 livres. Mais vous allez bien trouver un moyen de rembourser tout cela. Prenez donc sur votre propre cassette. Faites-le pour moi, Louis. Bien, je verrai. Au fait, j'ai à me plaindre de l'un de vos sujets. Ah, Oui, un de vos sujets assez audacieux pour me donner des coups de pied dans le ventre. vous êtes Oui, Louis, j'attends un enfant. un enfant. Oh, je suis le plus heureux des hommes. Oh, et nous devons fêter cela. Faites-moi un petit cadeau. On m'a présenté hier un ravissant bracelet de diamants. Mais, bien sûr. La reine a perdu les os. Vous pouvez assister à la délivrance. Mais poussez-vous, je ne vois rien. Oh, j'espère que cela ne va pas durer toute la nuit. Depuis 8 ans que l'on attend ça. Oh. Moi, je parie 200 livres que c'est un garçon. Oh. Le roi a l'air très anxieux. Ça y est, je vois la tête. L'époque de la reine se termine. Elle a mis bas. Mais c'est quoi alors? On ne voit rien. Je suis père. Mes chers frères, vous êtes oncles. Bravo! Vive le roi! Vive la reine! Et c'est une fille. Voilà qui ne remet pas en cause nos affaires. À un moment, j'ai peur de voir ainsi mon fils éloigné du trône. Alors,
Vive la petite princesse! La reine vient d'avoir un coup de sang. Elle a perdu de connaissance. Mais c'est parce qu'il fait trop chaud ici. De l'eau, de l'air. Il faut la saigner. Oh non, mon Dieu. Elle est morte. Mais non, elle reprend ses esprits. Elle est sauvée. C'est un miracle. C'était le 18 décembre 1778, puis le 22 octobre 1781. Oh, mais pourquoi ne peut-on pas être plus près? Le roi ne veut pas que ça se passe comme la dernière fois, quand la reine a manqué d'air. Je ne vois pas l'intérêt d'être à la course et on ne peut rien voir. Moi, je parie 200 livres que c'est une fille. Je suis encore père. Mes chers frères, vous êtes à nouveau oncle. Bravo! Vive le roi! Vive la reine! Et c'est un garçon. Alors, mes frères, vous ne me félicitez pas? Si, bien sûr. Félicitations. C'est l'émotion qui nous tétanise. Nous voilà recalés. Près du trône, et maintenant c'est loin. Puis le 22 juillet 1785. Oh, c'est long. On pourrait nous faire prévenir quand c'est terminé. Mais c'est à chaque fois la même chose. Je suis encore père, et c'est encore un fils. Bravo! Vive le roi! Vive la reine! Eh bien, nous n'avons décidément pas de chance. À moins d'un miracle, je ne vois pas comment nous pourrions un jour monter sur le trône. Et puis le 9 juillet 1786. Je suis encore père, et c'est une nouvelle petite fille. Bravo! Vive le roi! Vive la reine! Nous étions mauvaise langue. En fait, le roi est un véritable étalon. Qui l'eût cru après cette année de stérilité? Et qui vous dit que c'est le roi qui féconde la reine? Ah, C'est peut-être le Suédois qui est l'auteur de toutes ces naissances. Il est souvent dans l'entourage de Sa Majesté. Ce pourrait être aussi son beau-frère, le comte d'Artois. Oh, ou quelconque valet de chambre. comme vous êtes mauvaise. Vous connaissez tous le goût que la reine a pour le théâtre. Voici donc terminée cette petite salle de Trianon. C'est petit, mais charmant. Était-ce bien raisonnable par les temps qui courent? Je n'ai pas su lui refuser. Et puis, tout est en carton-pâte. Ce n'est pas une trop grosse dépense. J'ai de toute façon réglé la somme sur ma cassette personnelle. Oui, un bijou pareil n'a coûté que 140 000 livres. Mon cher neveu, vous savez que le théâtre est considéré comme néfaste pour la morale aux yeux de l'Église. Oui, mais c'est une salle privée et cachée. Et puis la reine va y donner des représentations en petit comité. Justement, si seuls les proches de la reine sont invités, cela va animer rancœurs et jalousies au sein du château. Mais ma tante, nous avons aussi besoin d'une vie privée. Ces décors en tremblin, ils sont saisissants. On aurait presque envie de se perdre dans cette peinture de campagne. Et la machinerie est des plus modernes. En quelques secondes, ce paysage peut se transformer en palais. Et que va-t-on y jouer? La reine m'a parlé d'œuvres de Beaumarchais
et de Rousseau. Oh! Mais ce ne sont point des textes classiques! Et quelle troupe va interpréter ces œuvres? Mais celle de la reine. J'ai perdu tout mon bonheur, j'ai perdu mon serviteur. Colin me délaisse, j'y songe sans cesse. Je lis dans votre cœur, et je lis dans le sien. Oh, Dieu! Modérez-vous. Eh bien, Colin, Vous êtes infidèle. je me bats. Et pourtant, il vous aime toujours. Et toujours il me fuit. Mais le voici, Colette. Oh non, faites-lui croire que j'en aime un autre. L'amour évanescent m'a enfin rendu sage. Je préfère Colette, elle est bien superflue. Colin, il n'est plus temps. Et Colette t'oublie. Mais peut-elle être l'amoureuse d'un autre berger que moi? Ce n'est pas un berger qu'elle préfère à toi. C'est un beau monsieur de la ville. Mais je vous laisse. Je l'aperçois. Je tremble à mon front à sa vue. Il me voit, que je suis émue, le cœur me bat. Je ne sais où j'en suis. À trop près, sans y songer, je me suis approchée. Ma Colette, ma douce bergère, êtes-vous fâchée? Colin m'aimait, Colin m'était fidèle. Je vous regarde et ne vois plus Colin. Mon amour n'a point changé, mon erreur trop cruelle. Venez d'Azor jeter par quelque esprit malin. Alors, tout est encore possible. Colin revient à sa bergère. Célébrons un retour si beau, que leur amitié sincère soit un charme toujours nouveau. Tu devins de notre village, chantons le pouvoir éclatant. Il ramène un amant voyage et le rend heureux et constant. Bravo! C'était si juste, c'est vrai. On aurait cru voir le vrai peuple. Que de talent, majesté. J'ai failli pleurer devant ce drap. Oh, merci, merci. Et vous, mes tantes, vous avez apprécié? C'est charmant. Peut-être un peu osé. Tant que cela reste entre nous. Oui, le peuple ne doit pas savoir que vous jouez à la bergère. Mais le peuple nous aime. C'est un bel hommage à nos paysans. Ah oui. Allons, à table, mes amis. Cette fable m'a donné grand faim. Un étrange goût pour la simplicité. Ces envies de campagne et d'intimité ne sont pas dignes d'une reine. Voilà, vouloir mener une existence privée et jouir de certains plaisirs, tels que s'occuper de ses jardins, avoir une ferme et faire du théâtre, c'est oublier son rang. Et avec cela, elle désire s'occuper elle-même de ses enfants. Elle demande même à ce qu'on lui amène parfois plusieurs fois par jour. Elle n'a pas laissé l'Autriche derrière elle. À Trianon, on se croirait à Vienne. Et mon frère le roi, qui ne lui fait aucune remarque, ce n'est plus qu'un simple accessoire à côté d'elle. Il est aveuglé. Ou pire encore, il est amoureux. Cette affaire du collier ne va rien arranger à la popularité de la reine. C'est un véritable sac de nœuds. Elle n'y est pour rien. Mais les libelles se dispersent si vite dans tout Paris que sa notoriété en est encore écorchée. Comme si elle avait besoin de ça. Elle a déjà perdu l'une de ses filles l'année passée, la princesse Sophie. Le dauphin est
graves maladies, et les finances du royaume sont des plus désastreuses. Mesdames, avez-vous lu les derniers pamphlets contre la reine qui circulent dans Paris? Non. C'est de plus en plus ignoble. Moi, cela ne m'intéresse pas, mais on m'en a distribué et je ne sais qu'en faire. Mettez-les donc au feu. Mais avant cela, il faudrait être certaine de leur contenu. Oui, il faut mieux connaître les propos de l'ennemi pour bien les combattre. Donnez-les-nous vite. Petit propos sur l'Autrichienne. Notre reine, ce monstre échappé d'Allemagne. Elle est pire que Cléopâtre, plus orgueilleuse qu'Agrippine, plus lubrique que Messaline et plus cruelle que Catherine de Médicis. Celle qui a la haine des Français, une aversion pour les devoirs d'épouse et de mère, est une bête féroce. Elle est alcoolique, paillarde, bestiale, lubrique, et n'a que du mépris et du dégoût pour le roi, le cocu royal. Un roi qui s'écrase devant sa femme. Ça, c'est le monde à l'envers. Louis n'est qu'un accessoire. Son Trianon engloutit les richesses du royaume, le vin du peuple. Les murs y sont recouverts de diamants. C'est un palais interdit à tous, sauf à ses amants et à ses quatre. Elle a une passion pour l'inceste, pour les jouissances les plus sales. C'est la reine des vices. Elle est insatiable et recherche sans cesse les introductions dans le canal autrichien. Ses fureurs utérines attirent dans son lit ses gardes du corps, son beau-frère Artois et le perfide Suédois. Ce fameux Fersen, qui sans aucun doute est les véritables pères du dauphin. Mais ces chaleurs ne s'arrêtent pas là. Elle a aussi des relations saphiques avec la Lamballe et la Polignac. Oh! La reine des vices est un véritable monstre femelle qui a transformé la couronne de grande On renvoie ces deux putains qui gouvernent le royaume et qui le fait périr. Si nous la tenions, il n'en resterait bientôt rien pour en faire des reliques. Madame Vigée-Lebrun, Majesté, vous qui avez su vous faire une place dans un monde régi par les hommes, vous savez mieux que moi que nous autres femmes sommes souvent impuissantes face au monde. oui, depuis que j'ai été admise à l'Académie royale de peinture, par jalousie, on m'accuse de tous les vices. Et encore plus depuis que je suis votre peintre officiel. On m'a si bien accueillie en France, il y a bientôt 20 ans. Et aujourd'hui, on me dit la cause de tous les maux du royaume, comme si j'étais ministre ou financier. Il est vrai que vous n'avez aucun pouvoir, mais que c'est sur votre personne que l'on s'acharne. Je ne sais plus comment me comporter en public. Mes moindres mots et gestes sont analysés, commentés, critiqués. Je ne trouve le repos qu'auprès de mes enfants, dans mon domaine de Trianon. Majesté, je reviens de la chambre du dauphin. Son état s'aggrave. Son dos le fait de plus en plus souffrir. Je le sais bien. Je passe presque toutes mes journées auprès de lui. Pauvre enfant. Ses médecins sont de plus en plus pessimistes. Il faudrait l'envoyer au château de Meudon. Il y serait plus au calme, et l'air y est meilleur qu'à Versailles. Oui, sûrement. Faites donc, Madame Campan. Majesté, Oh, bonjour Axel. Monsieur, Je vous laisse, madame. Reportons notre séance de pause à demain. Majesté. si je n'étais pas reine de France,
On dirait que j'ai l'air insolent, n'est-ce pas? Ceux qui vous sont proches savent que votre cœur est bon. Vous qui pouvez aller et venir en toute liberté, que se passe-t-il donc à Paris? Depuis que le roi a convoqué les États généraux pour le 5 mai prochain, la capitale et la France entière se préparent à remplir des cahiers de doléances. Et il n'y a pas que le tiers-État qui veut du changement. Oui, je sais bien que le clergé et la noblesse veulent reprendre du pouvoir. Mais pourquoi vouloir changer un monde en place depuis des siècles? Le roi tient son pouvoir de Dieu. Les temps changent. Et beaucoup remettent en cause la monarchie absolue. Mais qu'allons-nous devenir? Rassurez-vous, je resterai près de vous et de votre famille. Votre amitié me comble. Mon cher Fersen, Majesté, par ces temps orageux, je tenais à vous remercier de rester près de nous. Je sais que la reine, comme moi, tient beaucoup à vous. Que diriez-vous d'avoir un appartement ici, à Versailles? ce serait un honneur pour moi. Eh bien, c'est fait. J'ai besoin de conseiller de confiance. Avec le régiment que vous m'avez confié, je serai toujours là pour votre sécurité. Je vous en remercie. Majesté, Le dauphin est de plus en plus souffrant. Il est si amaigri et affaibli. Ma douce amie, je passerai le voir tout à l'heure. Je ne sais plus quoi faire. Et avec ces états généraux qui s'organisent. Mais pourquoi n'avons-nous pas droit au bonheur? Rassurez-vous, tout va s'arranger. Le peuple nous aime, et nous l'aimons. Oui, mais on me prête tant de paroles ignobles. J'ai lu un pamphlet où l'on me fait dire « Le peuple n'a plus de pain, qu'il mange de la brioche ». N'écoutez pas tous ces ragots. Il faut agir, Louis. Il faut vous décider plus fermement. Le peuple a besoin de réponses. Je ne sais plus qui écouter. Les ministres me font tant de propositions pour les finances et la politique du royaume. J'hésite. Mon frère Provence pense même qu'il faut accepter une monarchie constitutionnelle. Agissez, Louis, avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'heure du choix, de ce choix douloureux du départ. Le château se vide, comme si nous étions en guerre. Des idées nouvelles envahissent les esprits du peuple. Et les regards sont de plus en plus suspicieux à notre rencontre. Le monde est en train de changer. Je ne reconnais plus notre royaume. Depuis le 14 juillet, nous ne sommes plus en sécurité, même à Versailles. J'ai l'impression de m'enfuir comme une voleuse. Alors que nous n'avons rien fait de mal. N'est-ce pas? Les passagers, nous reviendrons bientôt. J'en suis certaine. Les députés vont se calmer et vite se rendre compte que nous sommes indispensables. Je n'en suis pas si sûre. Ce n'est pas une simple révolte. Pourquoi le roi et la reine ne veulent-ils pas suivre notre exemple? Il devrait partir au plus vite pour l'Autriche. Le roi a confiance en son peuple. Il veut rester auprès de lui. Et la reine ne quittera pas son époux ni ses enfants.
We've noticed a bonfire burning in his eyes. He whispered, "It's the atrocity of your story, of your story." God visits a lost soul to survey the damage, and holding his bleeding heart, a tear comes to his eye. He whispers, "It's the atrocities of history." Les événements des années qui suivirent, vous les connaissez peut-être. Ce n'est qu'une longue suite d'espoirs, de désillusions et de larmes. Mais toutes ces personnes que j'ai croisées durant cette vie à la cour de France, que sont-elles devenues? Mon beau-frère, le comte de Provence, après un exil de 24 années, devint roi de France sous le nom de Louis XVIII. Il mourut en 1824 et c'est son jeune frère, le comte d'Artois, qui monta sur le trône sous le nom de Charles X. Mon amie, la duchesse de Polignac, était partie en exil et allait de pays en pays. Elle m'écrivait souvent, mais après ma disparition, elle mourut de chagrin. On l'enterra à Vienne et on grava sur sa pierre tombale, morte de douleur, le 9 décembre 1793. Madame du Barry, après quelques années passées au calme dans son domaine de Louveciennes, devint une cible parfaite pour les révolutionnaires. Elle avait été une maîtresse royale et donc une ennemie de la Révolution. Elle monta à l'échafaud le 8 décembre 1793. Ma très chère princesse de Lamballe est restée près de moi aux Tuileries. En 1792, elle fut conduite à la prison de la Force, jugée rapidement et assassinée. Sa tête fut promenée au bout d'une pique jusque sous les fenêtres de ma prison du Temple, et son corps fut profané dans les rues de Paris. Rose Bertin, ma ministre des Modes, fut suspectée par les révolutionnaires. Pendant la Terreur, elle détruisit tous ses livres de caisse et ses factures, puis émigra en Angleterre. Elle revint en France, mais le Premier Empire ne lui permit pas de retrouver son succès d'antan. Madame Campan, ma première femme de chambre, resta près de moi un moment, puis se réfugia à la campagne. Après la Révolution, elle fonda un pensionnat pour jeunes filles. Elle fut reconnue par l'empereur Napoléon, qui la nomma en 1807 directrice de la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Elle écrivit ses mémoires, où il est beaucoup question de ma personne. Ma tante, Madame Sophie, nous avait quittés en 1782, et ses sœurs, Adélaïde et Victoire, fuirent la France pour rejoindre Rome en 1791. Mais les conquêtes de Napoléon Bonaparte les contraignirent à fuir encore plus loin, jusqu'à Trieste, où elles s'éteignirent avec quelques mois d'écart, 9 ans plus tard. Axel de Fersen est resté un moment près de nous et organisa notre tragique fuite jusqu'à Varennes. Il retourna dans son royaume de Suède, devint ministre, mais fut accusé d'avoir empoisonné le prince héritier. Et en 1810, il fut lapidé et piétiné par la foule. Quant à mon bon mari, mon doux roi, Louis XVI, après un procès qui le déclara coupable,
de conspiration contre la liberté publique et la sûreté générale de l'État, un vote aboutit à la peine de mort, à quelques voix près. Et le 21 janvier 1793, il fut décapité, place de la Révolution. La veille, il nous avait serrés dans ses bras, moi et nos 2 enfants. Le 16 octobre de cette même année, je montais à mon tour à l'échafaud. Et ce jour-là, ironie de l'histoire, j'entrais dans la légende. ainsi que toute l'équipe de l'éolienne, plus particulièrement Pascal Monod à la régie son et lumière.